Depuis quelques mois maintenant, on a la chance d'avoir un manga sur l'univers de Splatoon. Il sort régulièrement au Japon dans le Korokoro Magazine et on a la chance, nous en France, d'avoir une traduction publiée par les éditions Soleil Manga. Ce manga reprend l'univers du jeu et nous raconte l'histoire d'une team de 4 Inklings qui tentent de devenir meilleurs à travers divers tournois. Là où c'est plutôt intéressant, c'est que du coup ça comble certains trous de l'histoire sur lesquels le jeu restait énigmatique, notamment sur comment vivent les Inklings, comment ils sont à l'état naturel, comment ils se comportent, etc. Et dans cette vidéo j'ai répertorié 30 petits trucs, des petites infos que nous donne le manga. Alors il n'y a pas vraiment de nouvelles révolutionnaires qui vient changer toute l'histoire du jeu, mais c'est des petites informations assez intéressantes, parfois marrantes, parfois inutiles, qui nous en apprennent un peu plus sur l'univers de Splatoon 2. Dans cette vidéo je vais me concentrer uniquement sur les 5 premiers tomes du manga, puisque ce sont ceux qui sont sortis en France. Je ferai peut-être un épisode 2 à l'avenir, quand les prochains auront été publiés. Du coup un grand merci aux éditions Soleil Manga qui ont eu la gentillesse de m'envoyer les images en bonne qualité afin que je puisse faire cette vidéo. Un gros merci à eux, je vous mets tous les liens des mangas dans la description de cette vidéo si jamais vous voulez les acheter. Du coup c'est parti avec les 30 petits trucs que l'on apprend dans les mangas. Déjà pour commencer, on apprend que les Inklings participent aux guerres de territoire pour le plaisir, mais aussi et surtout à l'occasion de tournois, et notamment celui qui nous est introduit en premier s'appelle la Coupe Soleil. On apprend que parmi les S+, il y a une espèce de classe de S+, un petit peu particulier, qui sont considérés comme les meilleurs parmi les S+, ils sont appelés les S4, et ce qui est assez intéressant, c'est que ça c'était à l'époque de Splatoon 1, et le rang X n'existait pas encore, maintenant on peut donc imaginer que ces S4 sont en fait des rangs X. On apprend aussi que ce sont les méduses qui vivent au lotissement filament, on apprend en aucun cas que des Inklings y habitent, c'est à se demander où habitent les Inklings du coup. On nous rappelle que les Inklings ne savent pas nager, et là à nouveau c'est un espèce de raccourci, car pour rappel si les Inklings ne savent pas nager, c'est d'après les communications officielles, parce qu'ils n'arrivent pas à maintenir une forme stable avec la pression de l'eau. Du coup ils ne savent pas nager, mais quand bien même ils apprendraient à nager, ils ne pourraient pas nager. Dans le manga, on nous parle également de Kodami, du coup on sait pas trop à quoi ça correspond, mais a priori c'est quelque chose de canon dans l'univers du jeu. À un moment, un personnage parle de faire des abdos et se met à squidbagger, comme si pour un calamar, finalement, le squidbag était une forme de musculation, et par la suite il se met sous forme humanoïde, se remet à faire les abdos, et cette fois-ci devient tout musclé, avec la précision comme quoi les corps des Inklings sont élastiques, et donc que ça leur permet de déformer leur corps à leur volonté. Dans le manga, on voit effectivement des Inklings qui utilisent des armes spéciales de Splatoon 1, comme le bouclier, mais on peut voir aussi qu'ils sont parfois inventifs et qu'ils font des combos, notamment avec quelqu'un qui se met sur les épaules d'un autre, tous les deux en bouclier, et a priori les Inklings font parfois aussi preuve d'inventivité, car on peut voir le personnage principal soulever alors ses deux adversaires pour les balancer directement dans l'eau. C'est pas une attaque que l'on trouve dans le jeu malheureusement. Dans le manga également, les Inklings ont les doigts carrés. Dans le jeu on pouvait avoir un doute, à savoir si c'était juste par manque de pixels ou par volonté artistique, et bien là dans le manga ils ont également des doigts en forme de frites, c'est plutôt marrant à voir. Le tome 2 du manga nous rappelle que ce manga n'est pas dessiné par la même personne que celle qui fait les artworks officiels du jeu. Effectivement, la personne qui fait ces artworks à la base c'est Seita Inu, alors que le manga lui a été dessiné par Sankichi Inodeya, je prononce sûrement très mal, et on peut remarquer d'ailleurs qu'il y a une différence de style entre les deux dessinateurs, et lorsque le dessinateur officiel entre guillemets pour le jeu s'amuse à redessiner les personnages du manga, on voit une petite différence. Dans le tome 3, on se rend compte que les Octariens peuvent également sortir de théières, alors que dans le jeu c'est nous qui les utilisons et on arrive chez eux, et bien dans le manga c'est l'inverse, c'est eux qui les utilisent pour venir attaquer les personnages du manga. On peut remarquer que les Inklings et les Octalings ont l'air de se comprendre dans ce tome là, car ils discutent entre eux, et pourtant dans Splatoon 2 on nous apprend que les Inklings et les Octalings n'utilisent pas le même langage, et c'est pour ça que Coralie a galéré avant de se faire comprendre, et c'est également pour ça que les amiibo Octalings parlent un petit peu bizarrement lorsque vous les branchez sur votre Nintendo Switch. Du coup ici on les voit discuter entre eux, peut-être qu'à l'époque où ils ont créé ce tome 3 ils n'avaient pas pensé à ça, et cette différence de langage a été introduite après, durant Splatoon 2, ou alors on peut simplement imaginer qu'ils sont tombés là sur des Octalings qui savaient parler Inkling, tout est possible, en tout cas c'est marrant à remarquer. On remarque que le Tentatitan en forme de cube, eh bien on peut lui retirer ses bottes apparemment, et lui il a pas les doigts carrés, car il a les doigts de pied pointus, et il semblerait qu'il soit chatouillé. On peut se demander comment se coiffent les Inklings, sachant que leurs cheveux sont en fait des tentacules. On a pu voir dans une mise à jour de nouvelles coupes de cheveux dans Splatoon 2, avec des tentacules coupés, hachés, et on pouvait du coup
se demander comment les coiffeurs faisaient pour faire ces nouvelles coupes de cheveux, eh bien on en a la confirmation dans le manga, ils se coiffent également avec des tondeuses, donc a priori ils n'ont pas peur de se couper quelques tentacules pour avoir du style. Dans Splatoon 2 c'est déjà comme ça dans le jeu, mais là dans le manga on le voit un peu mieux. Le multimissile en fait ne lance pas vraiment des missiles, mais bien des bouteilles remplies d'encre. Dans le tome 3 toujours, le personnage principal essaye un nouveau liquidateur issu du monde de Splatoon 2, et on se rend compte que dans ce manga, ce liquidateur n'a pas comme arme spéciale ni le choc chromatique ni le chromojet, mais une Pigma lance, et pourtant ce n'est pas le cas dans le jeu, ni même dans les démos qu'on a pu avoir avant que le jeu sorte. A nouveau on peut voir que les Inklings ont un corps élastique, car lorsqu'ils mangent beaucoup trop, eh bien ils deviennent tout ronds. Il est mention du grand-père d'un personnage dans le manga, preuve que Macalamar n'est pas le seul vieux de l'univers de Splatoon, donc même si les adultes ont l'air globalement très absents, il semblerait que certains Inklings prestigieux aient droit d'utiliser des prototypes d'armes avant tout le monde, comme c'est le cas pour le personnage d'Empereur qui utilise un double encreur avant même que l'arme soit sortie. On remarque qu'avec le dessinateur de ce manga, eh bien Pearl et Coralie n'ont pas exactement le même design que dans le jeu Splatoon 2, et notamment pour Pearl qui a des traits beaucoup plus enfantins ici, et qui ressemble du coup un petit peu moins à un clown venu nous tuer dans notre sommeil. Ici, elle est plutôt mignonne. D'ailleurs, en parlant du personnage Empereur, eh bien on remarque qu'il a une coupe qui n'existe pas dans le jeu, et c'est également le cas pour son petit frère. On a donc ici deux coupes de cheveux inédites, comme quoi il doit exister des coiffeurs quelque part dans Chromapolis, qui ne se contentent pas des coupes de cheveux classiques, mais qui sont un petit peu plus créatifs. Dans le tome 5, on nous parle d'une grande finale, et on remarque qu'elle a un nom, cette grande finale. Elle s'appelle la grande finale King Square, en référence au square de Chromapolis, et King est probablement en référence du personnage Empereur, qui est une sorte de roi finalement. Et dans ce tome, c'est assez intéressant, car on nous parle de l'enfance des Inklings, et ce à quoi ils ressemblaient lorsqu'ils étaient petits. Alors vous aviez probablement déjà vu cet artwork qui nous montre l'évolution des Inklings. En fait, l'évolution des Inklings, il n'y en a pas qu'une, il y en a trois. Il y a une première évolution, comment les calamars se sont transformés en Inklings au fur et à mesure du temps, comment les bébés Inklings évoluent au cours du temps pour devenir de plus en plus humanoïdes avec l'âge, et le troisième c'est comment les Inklings se transforment de calamars en humanoïdes. On a donc trois évolutions, une qui a pris plusieurs milliers d'années, une autre qui prend une petite dizaine d'années, et une troisième qui prend un quart de seconde. Et même si le jeu ne s'est jamais vraiment attardé sur à quoi ressemblent les Inklings lorsqu'ils sont petits, et bien là le manga reprend le design de cet artwork et nous introduit un petit chapitre avec les personnages lorsqu'ils sont à la maternelle. C'est assez mignon, ils sont donc sous une forme à moitié calamar, à moitié humanoïde. Et là où c'est à nouveau intéressant, c'est qu'on remarque que leur maîtresse est une méduse. À nouveau, ça va bien avec la théorie, comme quoi les méduses sont en fait ici un petit peu pour s'occuper des Inklings. C'est eux qui tiennent les écoles, les magasins, qui habitent un petit peu partout avec eux. Ce sont un petit peu les babysitters de ces enfants, pendant que les parents sont occupés à autre chose. Et la dernière info intéressante à ce sujet, c'est que cette maîtresse d'école parle également, comme les méduses qui nous vendent les t-shirts, alors que pourtant habituellement dans le jeu, les méduses ne parlent pas. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de 4 petites erreurs que j'ai repérées dans le manga. Je sais pas si ces petites erreurs existent dans les versions originales en japonais, je suis pas allé vérifier. Du coup j'espère que Soleil Manga ne m'en voudra pas trop si ce sont des petites erreurs de traduction. En tout cas j'en ai repéré 4 et je voulais vous en parler ici. Déjà dans le tome 1, on nous montre la map Club Cachalot, on nous dit à un moment que le niveau d'eau monte et ça fait apparaître de nouvelles plateformes, alors qu'en fait dans le jeu, si on veut être rigoureux, l'eau ne monte pas, mais en fait elle descend, et c'est bien parce qu'elle descend que toute la map descend avec elle et fait apparaître de nouvelles plateformes qui étaient avant immergées. La deuxième petite erreur, ou en tout cas c'est quelque chose d'assez bizarre, c'est que dans le tome 3, on nous présente le nouveau lieu branché de Splatoon 2, et ce lieu est dénommé Inkopolis Square, de la même manière qu'il est appelé comme ça en anglais, alors que dans le jeu, il est bien appelé le Square de Chromapolis, et du coup ça sonne comme un autre quartier de la même ville, alors que là, il nous est présenté comme si c'était une ville à part entière qui avait vraiment un nom différent, et ça, il est probablement possible que ça soit dû à une petite confusion dans la traduction, car pour rappel, lorsque Splatoon 2 avait été annoncé, mais qu'il n'était pas encore sorti, eh bien on savait qu'on allait avoir ce nouvel espace, mais pendant longtemps Nintendo n'a donné aucune traduction de comment s'appellerait ce lieu. On avait uniquement le nom en anglais qui s'appelait bien Inkopolis Square, et c'est à peine quelques semaines avant la sortie qu'on a su que ça allait s'appeler le Square de Chromapolis, et pas le carré de Chromapolis, ou que sais-je, et il est possible du coup que la traduction de ce tome ait été faite à peu près à ce moment-là, au moment où le nom français n'était pas encore officiellement défini. Dans le tome 3, on nous présente une histoire qui se passe dans le mode héros de Splatoon 2, et on y voit Macalamar, mais cette fois-ci il ne parle pas d'Agent 3 et d'Escadron Espadon, mais il nous parle d'un mercenaire 3 et de son armée Mandibule. À nouveau ici, les noms ne collent pas vraiment à ce qui est énoncé dans Splatoon 1, ni dans Splatoon 2, et la dernière petite erreur se situe dans le tome 4, lorsqu'on nous présente le Square de Chromapolis, et comment sont situés les magasins, les légendes restaurants
restaurants et chaussures ont en fait été inversés, qui est probablement dû au fait que Omar vendait avant des chaussures dans Splatoon 1, alors que maintenant il est au restaurant. Ceci explique cela. Voilà, c'était 30 petits trucs que les mangas Splatoon nous apprend. Comme je vous l'ai dit, rien de bien révolutionnaire, mais c'est toujours marrant de voir un petit peu comment l'univers du jeu est imaginé, non pas à travers d'un jeu vidéo, mais à travers une histoire. J'espère qu'on en saura plus dans les prochains tomes, notamment au niveau de l'Octo Expansion, ça risque d'être assez intéressant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un like et à la partager, ça m'aidera beaucoup. C'était Evil Squid, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!